Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. C'est un message de paix et de cohésion sociale que prône le Premier ministre à Bobo. Ahmed Bakayoko échange avec les chefs traditionnels, guides religieux et les leaders des organisations de jeunesse dans la commune. Le chef du gouvernement appelle à une période électorale apaisée, une exhortation en prélude à la tenue des élections législatives dans quelques semaines. Pour ce rendez-vous du 6 mars, la commission électorale se prépare. La CEI a validé 1266 candidatures, parmi lesquelles on note 688 candidats indépendants dans la course pour le renouvellement des sièges de l'Assemblée nationale. Ils entendent rafler le maximum. Le dossier politique de ce soir s'intéresse à ces challengers sans coloration politique. La police se prépare aussi pour la sécurisation de ce scrutin. Elle entend renforcer ses actions de paix et de cohésion sociale. C'est cette idée qui guide la réflexion qui se tient à Yamoussoukro. Une rencontre en présence du ministre de la Sécurité, le général Diomandé Vagondo, pour définir les nouvelles orientations. Et puis au Mali, à Douenza, dans le centre du pays, une nouvelle attaque contre des soldats de la mission de l'ONU a fait 28 blessés hier mercredi. Toutes les victimes appartiennent au contingent togolais de la MINUSMA. Un camion chargé d'explosifs conduit par un kamikaze a tenté de se diriger vers une cuve d'essence. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko rencontre les leaders d'opinion dans la commune d'Abobo. Le chef du gouvernement prône la cohésion sociale. Il invite les populations à faire en sorte que la paix règne pendant et après les élections législatives qui auront lieu le 6 mars. Éric Goré. À quelques semaines des élections législatives, Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire et maire de la commune d'Abobo, ne veut pas rester silencieux. Le chef du gouvernement ivoirien s'implique résolument dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Il s'est rendu à Bobo pour commencer cette initiative. Et la cible est bien trouvée. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les guides religieux. En clair, les garants de la tradition et les guides spirituels. Le Premier ministre leur a demandé de prôner la paix dans leurs différentes communautés. Un message reçu avec beaucoup de satisfaction. Ce fut une rencontre très intéressante, qui fut très enrichissante également pour nous. Au point de vue que vous savez que la commune d'Abobo, c'est une commune cosmopolite. Plusieurs communautés se retrouvent, plusieurs confessions religieuses se retrouvent. Et donc, le vivre ensemble est une réalité aujourd'hui à Bobo. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés d'éduquer les enfants. Nous sommes obligés de se parler, de manger ensemble. Nous nous félicitons de l'initiative incessante que prend le président de la République à l'effet d'amener les Ivoiriens à s'accorder, à vivre ensemble, à mener la même bataille, à comprendre que la nécessité la plus absolue, c'est de conserver l'unité nationale. Après les têtes couronnées et les responsables religieux, Ahmed Bakayoko a rencontré la jeunesse. Je voulais souhaiter que toutes les communautés s'impliquent pour qu'ici à Bobo, tout se fasse dans la paix, dans l'esprit de fraternité, l'esprit de concorde qui nous a toujours animés. Donc je voulais cette rencontre pour vous dire que je suis impliqué à vos côtés. Ici à Bobo, tout se passe dans l'esprit que nous avons construit, c'est un esprit de famille. La politique ne doit pas nous diviser parce que justement, nos priorités sont ailleurs. Nos priorités ici à Bobo, c'est plus de solidarité, aider les plus faibles, aider ceux qui ont des problèmes. Vous savez que nous venons de très loin, mais chacun de vous est témoin, comme on dit ici, un peu, on avance. Débuté par la commune d'Abobo, ce message de paix et de cohésion du Premier ministre de Côte d'Ivoire va toucher très bientôt les autres communes du district d'Abidjan pour des élections apaisées. Et dans le même élan de cohésion sociale, l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire chez le médiateur de la République, présente en Côte d'Ivoire depuis des mois, Anne Lougon-Moulin est allée comprendre le fonctionnement de l'institution avec Adama Toungara. Il a été question des missions et des actions que mène la structure, des actions qui s'inscrivent dans le processus de paix et de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. Adama Toungara a fait le point des tournées d'installation des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale dans les 108 départements du pays, des structures en charge de promouvoir la paix en Côte d'Ivoire.
Et pour la cohésion sociale, les étudiants s'engagent et ils sont réunis autour des valeurs de paix à la place CP1 du Yopougon. Ils invitent la jeunesse à renoncer à la violence. On le voit avec Éric Goré. Ils sont pour la plupart des étudiants résidant dans la commune de Yopougon, réunis au sein d'une association dont l'objectif est de prôner la paix et la cohésion sociale dans cette cité. Avec à leur tête Komo Ekwasi Jérôme, investi par le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, Issoufou Koulibaly, qui a instruit ses filleuls à sensibiliser toute la jeunesse de cette commune à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en renonçant à toutes sortes de violences. Le mouvement que vous venez de lancer peut jouer dans sa contribution dans le développement de Yopougon, peut jouer sa contribution au niveau de la cohésion de Yopougon auprès de nos chefs traditionnels. Vous savez, aucun développement n'est possible s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion. Un message jugé satisfaisant par ces étudiants. Nous avons décidé de promouvoir les valeurs de paix, de probité, de loyauté, de fidélité, de solidarité. Et c'est vous, notre mentor, qui incarnez ces valeurs-là. Bientôt s'ouvre la campagne législative. Ces jeunes comptent sillonner toute la commune de Yopougon pour passer des messages d'apaisement. Et pour ces législatives, Doumbia Soumaïla, GPP et Bamba Siaka, PDCI RDA rejoignent désormais les 15 membres de la commission centrale de la CEI. Ce jeudi, ils ont été présentés en assemblée, une rencontre au cours de laquelle ces deux personnalités ont également été élues au poste de 4e vice-président pour Bamba Siaka du PDCI et 2e secrétaire permanent adjoint pour Doumbia Soumaïla. Le point avec Sidonie Davila. Deux nouveaux membres font leur entrée au sein de la commission centrale de la CEI. Siaka Bamba et Soumaïla Doumbia, désormais membres à part entière après leur prestation de serment. Le 29 janvier dernier au Conseil constitutionnel, ils ont été présentés officiellement aux autres membres. Deux postes à pouvoir au sein de cet organe décisionnel. Monsieur Siaka Bamba est donc élu 4e vice-président de la commission électorale indépendante jusqu'au renouvellement du bureau. Monsieur Doumbia Soumaïla est donc élu 2e secrétaire adjoint de la commission électorale indépendante jusqu'au renouvellement du bureau. Pour marquer cette présence officielle, ils ont reçu les documents afférents à leur mission de commissaires centraux de la CEI. Notre mission est une mission de sacerdoce. C'est vrai que nous avons été désignés par des partis politiques, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire que nous servons. Nous avons ce que nous appelons une sorte d'obligation d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont envoyés ici, mais une mission de rester indépendant et impartial, n'est-ce pas, dans le jeu politique et dans le jeu électoral. C'est ce que nous ferons. Nous attendons de la rigueur, qui est la leur d'ailleurs, parce que n'oublions pas que M. Siaka Bamba est un ancien de la maison. Et tout comme aussi M. Doumbia, peut-être qu'il n'est pas ancien de la maison, mais il fait preuve de détermination, laissant présager qu'il va faire preuve de rigueur dans l'exécution de sa mission. Composée de membres permanents et de membres non permanents, la commission centrale de la CEI compte 16 membres. Et la commission électorale indépendante est donc au travail pour l'organisation des législatives de mars, un scrutin pour le renouvellement des 255 sièges de l'Assemblée nationale sur les 1266 dossiers de candidature validés par la CEI. Tenez-vous bien, il y a 688 qui sont candidats indépendants. Ils entendent rafler le maximum de sièges dans cette chambre basse du Parlement. Les indépendants à l'assaut de l'hémicycle. Le dossier politique de ce soir est signé Alexis Goudraogo. Les indépendants à l'assaut de l'hémicycle. Si on en dénombrait 31 en 2011, en 2016, ils étaient 75 dès l'annonce des résultats. Pour 2021, combien siégeront-ils à l'hémicycle? Ibrahim Kamaté, la quarantaine révolue, est candidat indépendant pour les législatives du 6 mars. Une décision prise de concert avec le mouvement citoyen dont il est membre. Pour eux, les politiques proposées par les partis depuis de longues années ont échoué.
on constate que les leaders s'arrangent entre eux et quand ça ne va plus, on appelle le peuple à la rescousse. Donc c'est ce peuple-là, déçu, qui décide de partir seul, être la quatrième voie pour pouvoir changer les choses. Chefs d'entreprise, journalistes, commerçants, enseignants, étudiants et parfois même sans emploi, les candidats indépendants entendent bien jouer leur partition. À un moment donné, on s'est dit qu'on peut apporter quelque chose. La construction de l'édifice ne se passe pas seulement dans les partis politiques. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice ivoire. Dans le cadre de la séparation des pouvoirs, il est plus intéressant que l'Assemblée nationale soit envahie par les indépendants ou même les partis d'opposition, de sorte à pouvoir véritablement discuter les projets de loi qui sont soumis par le gouvernement. Des propos diversement appréciés. Les indépendants, ils donnent un signal aux partis politiques pour dire que les organisations politiques ne sont plus fiables. Quand un parti a décidé de boycotter pendant longtemps des élections et puis après revient tout de go, on ne sait plus les raisons pour lesquelles ce parti revient. Quand aussi le parti au pouvoir, a choisi ses candidats et que le candidat, lui, pense que c'est lui qui était le meilleur choix et que ce n'est pas lui qui a été choisi, il s'érige en indépendant. Le mouvement qui porte Ibrahim veut poser la rupture, une voie vierge à l'hémicycle. Nous constituons la quatrième voie. Nous constituons cette voie-là qui veut se départir, je veux dire, des arrangements politiques et pouvoir résoudre les problématiques des populations. Une volonté de rupture pourtant frappée de suspicion. Et pour cause, les candidatures d'indépendants lors des élections locales sont monnaie courante dans les formations politiques. Indexés, les rejets de dossiers de candidature par les comités électoraux internes. En 2016, plusieurs candidats élus sous la bannière d'indépendants avec de bons scores n'ont pas hésité à remettre leur mandat à leur formation politique d'origine. La trahison n'est pas bonne. Toi, tu dis que tu es candidat indépendant et après tu te rallies. Non, il faut rester indépendant. C'est un peu comme trahir ceux qui t'ont choisi parce que quand tu partais, tu ne leur disais pas que tu allais changer rapidement de camp comme ça. Au sein des partis politiques, les appréciations sont diverses. Si on distingue clairement deux types d'indépendants, ceux motivés par le rejet de leur candidature et ceux dits libres, il n'en demeure pas moins un contre-pouvoir. Les résultats des indépendants vont permettre à l'opposition, en tant que parti politique, de revoir leur méthode de travail et aussi au pouvoir de revoir sa méthode de travail. Et de savoir qu'il n'y a pas seulement que par les partis politiques on peut faire l'animation politique. Sur le sujet, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se veut plus ferme. Quand on est indépendant, qu'on est issu d'un parti et qu'on décide d'affronter le candidat de son parti, cela veut dire qu'on est un indiscipliné. Le parti a fait signer au candidat sous sa bannière un engagement à ne pas se présenter en indépendant en cas de rejet de candidature. Si quelqu'un décide d'être candidat contre le gré de son parti, il s'en va. Mais une chose est sûre, c'est que l'artillerie RHDP va se ranger derrière le candidat du RHDP. Pour la plateforme EDS, peu importe les dissidences au sein des partis, il faut aller aux élections. L'essentiel, c'est que le peuple fasse son choix librement et que ce choix soit respecté et non dévoyé et qu'enfin on se retrouve dans une assemblée qui est le reflet du peuple de Côte d'Ivoire. L'UDPCI, qui a fait les frais de la pluralité des candidatures indépendantes par le passé, exhorte lui au consensus. C'est un phénomène dangereux pour les partis et évidemment il faut faire en sorte de parler au cadre du parti pour dire que tous ne peuvent pas devenir députés en même temps. Profiter des failles et mésententes au sein des partis politiques en vue de ravir des sièges à l'hémicycle. Les 688 candidats indépendants à l'assaut des 255 sièges de l'hémicycle rééditeront-ils l'exploit de 2016 ou feront-ils mieux? Rendez-vous est pris pour le 6 mars prochain.
Les indépendants à l'assaut de l'hémicycle, c'était le dossier politique de ce soir signé Alexis Ouedraogo. Et les forces de police seront aussi à la tâche pour la bonne tenue de ces législatives. La police nationale qui s'engage pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Diomando Vagando, a ouvert à Yamoussoukro un séminaire de réflexion de ses services. Il s'agit ici de faire le bilan de l'année 2020 et envisager les perspectives de l'année 2021. De la capitale politique, la correspondance de Kader Sogodougou. Dans la quête de moyens de protection de la nation, la police nationale, qui a en charge la sécurisation des personnes, de leurs biens, ainsi que la fluidité de la circulation, a pris l'engagement d'initier plusieurs actions visant à la professionnalisation de ses services et de ses unités opérationnelles. C'est en cela qu'elle organise depuis plusieurs années un séminaire bilan. L'ouverture de l'édition 2021 a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagando Diomandé, de rappeler l'importance des travaux. La menace terroriste qui, depuis quelques années, frappe à nos portes. Nous pensons notamment à nos frontières nord, où il ne se passe pas de jour où nos pays frères ne sont pas touchés par un acte de terrorisme, qui se rapproche de plus en plus malheureusement de nos frontières. La dernière attaque a eu lieu il y a seulement 48 heures, à seulement une dizaine de kilomètres de nos frontières. Je voudrais donc compter sur chacun des séminaristes pour une participation active et franche à tous les travaux en vue de l'atteinte des objectifs de ces séminaires. Il devra aboutir à des propositions réalistes, efficaces et réalisables surtout. La rencontre qui se tient quelques semaines avant les élections législatives permet au ministre de rassurer la population. Je voudrais, au nom du président de la République, féliciter l'ensemble des forces de police pour la parfaite prestation qui a été servie pendant l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette partition jouée par la police a été saluée par tous les observateurs, tant nationaux qu'internationaux. C'est le fruit justement de cette remise en question permanente de ce que nous pouvons servir à nos populations et en retirer le meilleur. Vous comprenez donc l'importance du séminaire auquel nous participons aujourd'hui. Vous savez aussi que le 6 mars prochain, nous avons les élections législatives. Une autre étape à enjeu important. Il est donc indiqué que nous puissions prendre toutes les dispositions pour que ces élections-là, en tout cas sur le plan sécuritaire, se déroulent dans de très bonnes conditions. Les travaux de Yamoussoukro sur le bilan de la police nationale vont durer 4 jours. Fin des travaux, samedi sous le coup de 12 heures. Et au niveau de l'armée, on célèbre l'excellence. 174 militaires ivoiriens des opérations des Nations Unies et de la CEDEAO viennent d'être distingués. Ils ont été exemplaires lors de leur déploiement sur ces différentes missions. Leur esprit de cohésion et leur savoir-faire ont pu satisfaire les attentes de leur hiérarchie. On se rend au plateau à la place d'armes de l'état-major général des armées pour voir ces distinctions avec Walter Amadou Ouattara. 24 officiers d'état-major, dont 15 de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, 4 de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, 3 de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, 1 de la mission des Nations Unies en soutien à l'accord d'Odéida et 1 de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, ainsi que 150 militaires de la 3e compagnie de protection sont distingués. Ils reçoivent des médailles d'officiers dans l'ordre national, officiers dans l'ordre du mérite ivoirien, chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et des médailles des forces armées. Certains de ces récipiendaires ont séjourné au Mali, à Tombouctou, du 31 octobre 2019 au 21 juillet 2020, puis déployés à Mopti du 22 juillet au 15 novembre 2020.
Aux côtés des armées du monde entier, ils ont fait montre de rigueur et de professionnalisme. Chers récipiendaires, vous devez retenir qu'au prix de 1000 sacrifices, vous avez, de par vos différentes fonctions et votre personnalité, non seulement contribué à la montée en puissance des forces armées de Côte d'Ivoire, mais également œuvré à faire rayonner notre armée sur le plan international. À la tête des récipiendaires, le général de brigade Koulibaly Bamoro, précédemment comme secteur au sein de la MINUSCA, a traduit la gratitude des distingués à l'État de Côte d'Ivoire. Mon général, revenant respectueusement à vous, qu'il me soit permis de dire ceci. La nation ivoirienne, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, ministre de la Défense et vous-même, tous, vous avez raison d'être fiers de vos soldats, hommes et femmes, qu'ils soient des armées, de la gendarmerie ou de la police. En effet, leurs compétences, leur professionnalisme et leur engagement sont fort appréciés en mission extérieure. Merci pour votre soutien indéfectible, multiforme, précieux et fort apprécié par chacun de nous. Présidé par le chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée, Lassina Doumbia, cette cérémonie de décoration intervient 2 semaines après l'hommage national rendu aux militaires morts au combat au Mali. Et nous restons avec les armées pour voir cette nouvelle attaque justement au Mali contre des soldats de la mission de l'ONU qui a fait 28 blessés. Toutes les victimes appartiennent au contingent togolais de la MINUSMA. Les événements se sont déroulés hier vers 7 h du matin près de Kérénab dans les environs de Douenza dans le centre du pays. Un camion chargé d'explosifs conduit par un kamikaze a tenté de se diriger vers une cuve d'essence. Mais les militaires togolais ont eu le temps de réagir en tirant sur le véhicule. L'explosion qui a suivi a donc fait les 28 blessés dont 9 seraient dans un état grave et un bilan qui aurait probablement été beaucoup plus lourd si l'engin avait percuté la cuve de carburant. Ici en Côte d'Ivoire, l'Office national de la protection civile en réflexion. L'ONPC veut employer les meilleures méthodes de protection des populations avec la centaine de ses partenaires. Ils échangent. Ils veulent lever les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur de la sécurité incendie et du secourisme. Walter Amadou Ouattara. Il serait important quand même que la population sache ce que c'est que la protection civile, que la population sache l'importance de la protection civile. Il est nécessaire qu'il y ait protection dans la population, il est nécessaire qu'on puisse mettre en place une vraie politique de la protection. C'est pour prendre en compte ces préoccupations que l'ONPC, Office national de la protection civile, a convié à la présente rencontre l'ensemble de ses partenaires, structures et cabinets opérant dans le secteur de la sécurité incendie et du secourisme. On retient que les professionnels du secteur seront tous identifiés. Pour une meilleure synergie d'action, un nouveau cadre juridique sera élaboré avec l'implication et les propositions des opérateurs de la protection civile. La gouvernance dans ce secteur-là soit revue pour tenir compte des nouveaux défis et même des enjeux qui sont dans ce secteur, dans lequel les acteurs privés sont soumis. Lorsqu'ils entrent dans ce secteur, ils sont soumis à l'obtention d'un agrément. Et ce n'est pas toujours le cas. Je voudrais indiquer que l'organisme de l'État habilité à conduire la politique nationale en matière de protection civile, c'est l'ONPC. Les participants laissent entrevoir leur alacrité face à cette initiative. Quand papa, maman partent, n'est-ce pas, au travail, c'est bébé, c'est l'enfant, avec la femme qui la surveille, qui est là. Mais si personnellement, il y a une fuite de gaz, que ferait cette femme? Et si ou bien que le bébé s'étouffe, qu'est-ce que fera cette femme? Donc personnellement, cela est vraiment une bonne chose. Il faut former les hommes, former tous les Ivoiriens pour permettre à tout un chacun de sauver la vie. Et certains également ont évoqué les incendies qu'il y en a. Normalement, c'est le premier départ dans les marchés, dans les habitations. Bientôt, 1 an à la tête de l'ONPC, le préfet Gabin Amankou Kassi, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a conforté les intervenants à maintenir la collaboration afin que les structures partenaires tirent profit de leur métier en leur permettant d'être davantage efficaces dans la protection des populations.
Et place à la lutte contre la Covid-19, la pandémie reste encore active dans le pays. On ne relâche donc pas dans l'observation des gestes barrières. Voici les chiffres de ce jeudi. 286 nouveaux cas de Covid-19 sur 3467 échantillons prélevés, soit 8,2% de cas positifs, 416 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte désormais 30 526 cas confirmés, dont 28 736 personnes guéries, 171 décès et 1619 cas actifs. Les autorités insistent sur le respect des mesures barrières. Et le gouvernement ivoirien prône aussi l'économie circulaire dans la gestion des déchets, redonner une nouvelle vie à ces emballages avec la création d'emplois et de richesses. Le ministère de l'Environnement signe alors une convention avec les responsables d'une société agroalimentaire. Grâce Kando. Parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050, engagement pris par une société agroalimentaire. Pour élever ce défi, signature de convention donc entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et cette entreprise. Réduire, réutiliser, recycler. Ces 3 verbes résument bien la voie de l'économie circulaire choisie pour diminuer la pollution plastique dans nos océans, lagunes et rivières notamment. Dans la lutte contre le plastique, notre groupe s'est fixé un objectif très ambitieux. Rendre 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025, afin que plus aucun de nos emballages ne finisse dans la nature. Le partenariat entre ces deux structures s'inscrit dans le cadre de la promotion des emplois verts et de l'économie circulaire. Les emballages d'une entreprise ne devraient pas se retrouver dans la nature, les décharges publiques et les dépôts sauvages. La croissance économique du pays ne saurait être durable sans la prise en compte de la dimension environnementale dans les politiques, les programmes et les projets de développement. Il ne s'agit pas seulement de préserver, mais il faut créer des opportunités comme celle qui nous réunit ce jour. Et pour cela, je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, pour sa vision axée sur la prise en compte du volet social que nous implémentons dans notre politique environnementale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable invite les opérateurs économiques à mettre en place une politique environnementale assortie de projets écologiques innovants. Selon Joseph Seka, la responsabilité sociétale a une valeur ajoutée en termes de croissance. Et l'actualité ce soir, c'est aussi les accords interprofessionnels sur la rémunération des organisations professionnelles agricoles de la filière coton. Vieux de 10 ans, ils ne sont plus adaptés à la réalité actuelle. À Bouaké, il y a de nouvelles négociations entre les sociétés coopératives et cotonnières. L'Intercoton et toutes les parties veulent trouver un terrain d'entente qui tient compte du zonage agro-industriel. On voit le reportage de Soro Corona. Conclu en mars 2011 à Yamoussoukro, les accords interprofessionnels sur la rémunération des organisations professionnelles agricoles de la filière coton ne répondent plus aux exigences du moment. Des accords mis en cause par les sociétés cotonnières. Cet accord permettait aux unions des sociétés coopératives qui ont décidé de ne pas faire d'encadrement de bénéficier d'un appui de 2,5 francs par kilogramme de coton pour leur fonctionnement. Et cet accord a fonctionné de 2011 jusqu'en 2017. Et en 2018, quand il y a eu le zonage, donc cet accord a été remis en cause par une des parties. Pour réactualiser ces accords en tenant compte du système de zonage, Intercoton et les 3 familles professionnelles de la filière coton ont réfléchi à Bouaké. 2 jours durant, ces acteurs ont travaillé pour conclure des accords qui prennent en compte les préoccupations des 2 parties. Les accords interprofessionnels, que ça ressuscite, tout le monde tombe d'accord pour que le travail puisse marcher. Les sociétés coopératives et cotonnières, les 2 principales parties prenantes, attendent un meilleur accord pour redynamiser la filière. Nous sommes ici pour défendre, parce que si on a eu quelque chose ici, ça va arriver sur le proviseur aussi. Nous sommes d'accord sur les fondements. J'espère que l'atelier permettra donc de trouver des solutions à ces
aux problèmes qui vont se poser. Avec une production de 490 000 tonnes en 2020, la Côte d'Ivoire est le 3e pays africain producteur de l'or blanc. Une production qui doit atteindre les 500 000 tonnes cette campagne cotonnière 2020-2021. Et on reste avec Soro Corona dans la région de Gbeke pour voir la campagne de la noix de cajou au titre de l'année 2021 qui est ouverte. Les membres des comités de veille pour la commercialisation et le conseil coton Anacad réfléchissent. Ils travaillent au respect du prix fixé à 305 francs CFA et se penchent également sur la fuite des produits. Le prix du kilogramme de la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne contenant aucun déchet, se négocie à 305 francs CFA pour la campagne de commercialisation au titre de l'année 2021. Les membres des comités de veille pour la commercialisation des régions de Gbeke, de Lifou et du Bélier réfléchissent pour une meilleure campagne. Plusieurs dispositions pratiques sont prises pour mettre hors d'état de nuit les pisteurs et acheteurs véreux. On exige que les acheteurs puissent remettre un reçu aux producteurs, même si c'est 1 kilo qui a été acheté. Il y a Boaké, il y a Yamoussoukro et il y a Bonoukou qui peut recevoir des magasins des exportateurs pour rapprocher un peu les acheteurs de ces exportateurs, mais tout chose aussi qui va éviter que le port soit engorgé. Les producteurs saluent le prix de 305 francs CFA. Pour le maintien de ces prix, les premiers responsables des sociétés coopératives appellent les producteurs à la patience tout en évitant de brader leur production. Moi, je souhaiterais que le conseil est très bien placé de faire le suivi pour que vraiment les prix soient vraiment respectés. Je lance appel à tout le monde qui n'a qu'à être patient pour que vraiment les choses puissent aller en avant. Les acheteurs agréés, eux, s'engagent à travailler en étroite collaboration avec les exportateurs pour le respect du prix plancher. Je pense bien que le prix sera respecté parce que le prix qui a été donné cette année, vraiment, c'est un prix abordable. C'est un prix qui est abordable, même, je peux même dire, relativement au revenu de l'acheteur, qui peut même se défendre avec son revenu en attendant que ses partenaires exportateurs puissent le financer. En 2020, la production nationale de l'or gris s'est établie à 848 700 tonnes. Pour 2021, le Conseil du coton et de l'Anacad table sur une production de 900 000 tonnes. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend que le vieux se chauffe avec le bois qu'il a récolté dans sa jeunesse. Dieu le voulant, on se retrouve demain.